Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bip Bip Blabla, nous sommes partis à la rencontre de monsieur Jean-Félix Lalanne. Cette interview donc a été filmée lors du dernier Musicora qui s'est tenu les 2 et 3 juin à la Grande Halle de la Villette. Durant cette interview, nous n'avons pas parlé de guitare, nous n'avons pas parlé de gamme qui va vite, mais nous avons bien parlé de parcours, de vision du métier, d'entrepreneuriat, de projets musicaux. Bref, cette interview est une mine de renseignements pour tous ceux et celles qui veulent entreprendre dans la musique. C'est juste après le jingle. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Salut Jean-Félix, merci de nous recevoir ici à Musicora, de nous consacrer du temps pour la chaîne Bibi Blabla, pour cette première. Alors aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va pas trop parler de guitare, Aucun souci. de musique, on va surtout parler de parcours, de ton Ouais. parcours. Et donc la première question, c'est de savoir un peu quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait un jour envie de prendre une guitare. Alors c'est très particulier parce que j'ai jamais eu envie au départ de jouer de la guitare. C'est vraiment une rencontre complètement fortuite. En fait, j'étais chez des amis de mes frères qui sont plus âgés. Hein. Francis a 4 ans de plus que moi et René 3 ans de plus que moi. Donc quand on est petit, évidemment, la différence d'âge est plus significative. Et on jouait chez des amis de mes frères. Donc moi j'avais 10-11 ans. Donc Francis 15, René 14. Et en fait, ils ne jouaient pas avec moi. Donc je m'ennuyais. Et j'étais sur un canapé et je ne savais pas quoi faire. Et là où j'étais, il y avait une guitare qui était derrière la télévision. Et donc j'ai pris la guitare pour m'occuper, mais je pense qu'il y aurait eu un violon, j'aurais pris le violon ou un banjo, j'aurais pris... C'est vraiment une rencontre complètement par hasard. Et en fait, j'ai pris la guitare et puis je me chantais Jeux interdits dans la tête. Puis j'ai trouvé sur la guitare, j'ai rajouté les basses. Enfin, pour moi, il suffisait de trouver sur l'instrument ce que je me chantais dans la tête et c'était simple au final. Donc à la fin de la journée, j'arrivais à jouer à peu près Jeux interdits, en tout cas la première partie. Et donc mes frères, ils ont dit, mais qui t'a appris ça? J'ai dit, on n'était pas du tout dans la musique, quoi. Et donc c'est vraiment par hasard. Et donc du coup, justement, Francis a demandé à un copain à lui de m'apprendre les premiers accords, qui est d'ailleurs un excellent luthier qui est à Musicora, qui s'appelle Michel Donadé. Donc à chaque fois, on parle de ça. Et pour moi, il n'y avait pas d'effort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me montrait un truc, je le refaisais, je fais OK après. Et il me disait non, mais t'es pas censé savoir le refaire tout de suite. Normalement, tu dois au moins peiner. Je ne comprenais pas. Et effectivement, j'ai eu longtemps du mal à le dire, mais maintenant, j'ai pas de mal à le dire. J'étais effectivement un enfant doué. Et j'ai pas de mal à le dire parce qu'un enfant doué, ça ne donne pas forcément un adulte doué. Après, il faut travailler pour arriver à ça. Donc j'avais des facilités. Et pour moi, le vrai mystère, encore, j'allais dire, reproduire ce que tu entends, bon, c'est effectivement, tu peux être doué et puis y arriver. Mais quand tu ne viens pas de la musique, quand tu n'as pas spécialement de goût au départ pour la musique, moi quand j'ai fait du piano comme tous les enfants de 5-6 ans et j'avais comme prof la sorcière qui a tué Blanche-Neige, quoi. C'était horrible. Quand je faisais un pain, elle me mettait des coups de baguette. Donc le mystère pour moi, c'est le fait d'avoir commencé à composer très vite. C'est-à-dire que j'ai commencé à composer, j'avais 13 ans. Et il y a des morceaux que je composais à l'époque que je joue encore maintenant. Donc ça, pour moi, je n'ai pas d'explication sur le fait d'écrire, quoi. Et donc j'imagine que tu as emmené Francis, tu lui as amené de la musique à ses poèmes. Exactement. Pour lui, il se disait les poèmes c'est sympa, mais pour draguer les filles, les chanter c'est quand même plus cool. Donc du coup, je lui ai appris les accords de base, les arpèges de base pour s'accompagner. Et lui, il joue très bien dans l'esprit d'accompagnement. Et puis moi, je suis rentré dans des écoles classiques, jazz, etc., d'écriture. Après le parcours, quel est l'autre déclencheur pour avoir envie de devenir pro en fait? Le parcours, c'est vraiment ma nature qui est une nature curieuse. Voilà, je suis extrêmement curieux. Donc à chaque fois que quelque chose me plaît, j'ai envie de l'apprendre. Voilà. Donc effectivement, j'ai eu ça avec la guitare, mais j'ai eu ça avec la musique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ensuite à écouter des compositeurs classiques, et j'écoutais de tout. J'écoutais Hendrix, Beck, et puis j'écoutais Mahler, Stravinsky, Morricone. Enfin, j'étais passionné de musique. Et à chaque fois que quelque chose me plaisait, j'avais envie de l'apprendre. Donc après, j'ai eu beaucoup de chance parce que, effectivement, je suis rentré dans une école, l'Académie de guitare de Marseille, où on enseignait tous les styles, les techniques de guitare. Donc je prenais des cours de guitare classique, je mettais des mini-cassettes dans tous les autres cours et je rentrais, je bossais les cours de toute l'école. Et après, j'ai appris la direction d'orchestre, à écrire pour des orchestres.
Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance ensuite, c'est que le fait que Francis démarre une carrière très tôt, de chanteur et qu'il a eu du succès très tôt, bah, ça a été le premier qui m'a fait confiance dans les arrangements, dans la réalisation. Donc moi, j'ai fait mes premiers arrangements de grand orchestre à écrire pour des cordes, des cuivres, etc. Donc vraiment des formations d'orchestre. J'avais 17 ans et je dirigeais, j'avais 17 ans. Donc forcément, t'as beau apprendre la direction, c'est quand tu trouves devant 80 musiciens et qu'ils te prennent tous pour le fils de l'artiste. Enfin, peut-être pas dans ce cas-là, mais bon, voilà, quand ils m'ont vu monter et prendre la baguette, ils sont mis à rire. Personne d'autre à l'époque pouvait me faire confiance que mon propre frère. Donc, et en même temps, il fallait... Ça le rassurer en même temps. Oui, bien sûr. Mais il fallait être après à la hauteur de la confiance. C'est-à-dire que quand tu as 80 musiciens, si tu écris un arrangement et qu'il ne sonne pas, t'es mal, quoi. Donc, mais c'est vrai que grâce à ça, évidemment, j'ai fait mes armes très vite en studio. Et par rapport à ta question, à chaque fois que je rentrais quelque part et que je m'intéressais toujours à ce que je ne savais pas faire. Donc au début, je ne savais pas écrire des arrangements, je me suis mis à apprendre à l'écriture. Je ne savais pas diriger d'orchestre, j'ai pris des cours de direction d'orchestre. Après, je suis rentré en studio, je fais, oh là là, l'ingénieur, comment il fait? Pourquoi quand il appuie là, ça fait ça, etc. Donc je voulais savoir, je voulais comprendre comment il faisait. Et au fur et à mesure, sans que j'en sois conscient, dans ma façon de mener ma carrière, je voulais maîtriser toutes les parties du métier pour ensuite avoir la possibilité d'engager non pas une fonction, mais une personnalité. C'est-à-dire que si à un moment donné, moi, je suis capable de prendre le son et de mixer, je ne vais pas prendre un ingénieur du son ou quelqu'un de capable de mixer. Je vais prendre telle personne parce qu'il a telle couleur, et ça sera sa patte. Et à côté de ça, je sais que je pourrais parler avec lui le même langage. Donc du coup, la personne, au lieu de travailler pour toi, elle travaille avec toi. Et ça change tout au niveau du résultat. Donc, si je comprends bien, tu es un peu boulimique. À fond, de travail, de connaissances. Mais j'avais ça, c'est vraiment ma nature, j'avais ça à l'école, avant même la musique. Enfin, je sais que ça peut te paraître bizarre de dire ça, mais j'ai adoré l'école, moi. En fait, j'ai adoré aller à l'école. C'est-à-dire que j'adorais aller à l'école parce que je savais que j'allais rentrer le matin avec quelque chose que je ne savais pas, que j'allais savoir le soir en partant. J'allais apprendre des choses que je ne savais pas la veille. Et rien que pour moi, ça, c'était un trésor, quoi. J'ai compris très vite que le piège dans la vie en général, et puis encore plus dans ce métier, c'est de dire qu'on sait quand on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné du fil à retordre dans ta carrière, quelque chose que tu voulais absolument maîtriser, que tu maîtrises peut-être toujours pas aujourd'hui et en fait, dans la guitare, j'ai toujours une passion pour le flamenco. J'adorais Paco de Lucia, j'allais à tous ses concerts quand j'étais môme, je filmais sa main droite, enfin c'était surréaliste. Et alors évidemment, j'ai réussi à répéter, à refaire à peu près, mais un petit peu comme un centurion avec la montre en or, tu vois, c'est du Canada Dry de flamenco, quoi. C'est pas très loin. Voilà, mais après, parce que j'ai mis du temps, à cette époque-là, je pouvais pas comprendre ça, parce que j'étais trop jeune, qu'il y a des musiques qui peuvent se travailler, puis il y en a d'autres qui se vivent. Et qu'à un moment donné, le flamenco, c'est une culture, c'est une vie, c'est une tradition, c'est un peuple, il y a des choses, c'est un petit peu comme la musique manouche. On peut le refaire, mais on peut forcément pas le vivre. Après, sur le plan de la carrière, forcément, il y a eu un moment donné où l'avantage que j'ai eu par la notoriété de Francis s'est retourné à un moment donné comme un boomerang. C'est-à-dire que forcément, ce qui était génial, c'était que comme il a été très tôt connu, il m'a fait confiance au début. Et en même temps, sa notoriété, à un moment donné, et c'est pas du tout un problème d'ego, c'est que forcément, il fallait que je prouve 2 fois plus. Parce qu'il y avait toujours une espèce de procès un peu injuste, mais bon, qui peut quand même se comprendre sur le plan humain. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que si tu es là, tu es le frère de l'artiste, ça veut dire que l'artiste, il branche son frère, etc. Ouais, tu peux profiter du... Voilà. Sauf que... Voilà. Et en même temps... Cas, mais bon. Voilà, mais en même temps, si tu veux, au début, c'était... Surtout quand tu es post-ado et que
on a tous ce problème de se faire une place en tant qu'homme dans la société. On pousse un peu des épaules pour dire oh, on est là. Donc là, j'avais en plus, il fallait que je prouve 2 fois plus, mais pas par rapport à Francis ou par rapport à nous, mais par rapport au regard des autres. Et au final, c'était, même si j'avais pas besoin de ça, ça a été quand même une chance parce qu'évidemment maintenant, depuis de nombreuses années, il n'y a pas de confusion par rapport à ce que je fais et ce que fait Francis. Mais surtout, ça m'a permis encore plus de ne pas rester dans mes acquis et d'avoir encore plus cette niaque non pas de montrer ce que je faisais, mais de montrer ce que j'étais. Et quand tu as 19 ballets, 20 ballets, tu viens de sortir un album où tu as transcrit les œuvres de Chopin à la guitare, tu as travaillé comme un balade, et puis on te dit, ah oui, c'est le frère d'eux, bon, ça fait pas plaisir, mais ça ferait plaisir à personne, ça serait hypocrite de dire le contraire. Par contre, j'étais au contraire dans une zone de confort avec Francis, c'est-à-dire que c'est presque lui qui m'a dit il faut à un moment donné que tu t'occupes de toi. Parce que moi, c'était super. Je faisais mes concerts, alors où j'étais en duo avec Marcel Dady, où je faisais mes concerts solo. Après, j'allais jouer avec Francis. Tu vois, je faisais de la musique. Je ne me prenais pas la tête avec tout ça. Et encore une fois, c'est le regard des autres qui te pose un problème. C'est pas ton regard. C'est pas moi qui avais un problème. C'est la manière dont les gens regardent l'équation, quoi. Tu le ressens. Et, voilà, et c'est même Francis qui m'a dit il faut maintenant que toi, tu t'occupes de toi, que tu rentres dans ta propre carrière. Mais au final, c'était très bien. Et puis maintenant, ce qu'il y a de génial, c'est que on est très différents au niveau du caractère, etc. Mais voilà, il fait ses trucs, je fais mes trucs. Et il n'y a pas très longtemps, on a même évoqué l'idée, pourquoi pas, de refaire une scène tous les deux. Et si on fait ça un jour, là, il y aura les gens, il y aura entre guillemets mon public, enfin les gens qui me suivent, les gens qui suivent Francis, et les gens qui nous aiment tous les deux. Donc il y aura quelque chose en plus, quoi. Alors ta plus grande victoire dans ta carrière, c'est quoi ? Ma plus grande victoire, c'est quand même l'histoire que j'ai vécue avec Marcel, voilà, qui est une histoire que j'ai racontée dans un spectacle qui s'appelle Ma guitare à Dady. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en jouant ce spectacle que je racontais un conte de fées où on peut dire, ouais, quand tu vois ça, tu fais, ouais, on voit ça qu'au cinéma. Je savais qu'il passait à Marseille, il avait un magasin à Paris, je l'appelle, donc je prends le téléphone, voilà, et je l'appelle, et enfin, c'est culotté, quoi. J'avais quand même 13 ballets, je l'appelle, et je lui dis, voilà, je suis vos albums, etc. Je sais que vous jouez à Marseille, est-ce que je peux vous rencontrer ? Donc, très sympa, il dit oui, on s'est donné rendez-vous dans la loge. Et je lui fais son dernier album. Je lui ai joué tout son album, dans l'ordre, en fait. Tous les morceaux et tout, donc il était vert, quoi, parce que... Et en même temps fier, parce qu'il dit, bon, ok, il a mis les tablatures, les méthodes, etc. Et donc j'étais un peu le résultat de sa transmission. Et il m'a fait passer ce soir-là sur scène, et à partir de ce soir-là, déjà, Marcel que j'avais en affiche au-dessus de mon lit, ça devenait quelqu'un déjà de palpable, puisque je le rencontrais. Après, chaque fois qu'il passait dans le coin, il m'appelait, on jouait. Et puis moi, j'ai commencé ma carrière à 17 ans, vraiment, où j'ai enregistré mon premier album. On s'est retrouvés invités dans les émissions de télé tous les deux, moi pour mon album, lui pour le sien. Après, on s'est mis à jouer ensemble. On a fait une première tournée en 82. Il me rappelle en 88 pour qu'on fasse une tournée. On fait l'Olympia, on fait un album, on fait le tour du monde. Et d'un coup, je dis, mais c'est ça le conte de fées. Celui que je vénérais quand j'étais enfant, c'est devenu un ami, c'est devenu à un moment donné un concurrent, mais de manière positive. Et après, un partenaire. Et lui, forcément, il y avait une tendresse par rapport à moi, il y avait une paternité légitime. C'est mon père musical, Marcel. Et je continuerai, même si dans la musique que je fais, parfois, complètement, oui, j'ai créé ma propre identité, mais je suis vraiment son héritier au sens spirituel aussi, au sens. Et puis même, je me rends compte que quand je l'ai rencontré, j'étais quand même un enfant, et que forcément, c'est à ce moment-là qu'on est façonnable, ou en bien ou en mal. Comme c'était quelqu'un de bienveillant, du coup, j'ai appris la bienveillance à travers lui. Voilà. Et forcément, heureusement, c'était un bon exemple que j'essaye aussi maintenant de transmettre à ma manière. Donc il y a une espèce de c'est vraiment une passation comme ça et puis évidemment le drame de sa disparition.
fait quelque part que notre amitié, elle rentre dans une forme de légende aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans tous les concerts que je fais, il y a toujours un moment où je parle de lui, où je lui dédie un morceau, où je resterai reconnaissant à vie, quoi, par rapport à ce que j'ai appris de lui. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un, à un musicien qui soit amateur, qui a envie de passer pro. Moi, le conseil essentiel, c'est marrant parce que c'est pas forcément un conseil qu'un professeur donnerait. C'est encore plus à notre époque, un musicien doit être curieux et comment dire, et il doit savoir tout faire. Voilà, on est dans une époque, on la connaît, avec tout ce qui se passe, les avantages du web, les inconvénients du web, le marché du disque qui s'est écroulé, le marché des concerts qui est très difficile parce qu'il y a voilà. Donc c'est un musicien doit être. En plus, c'est la meilleure façon de se nourrir, c'est de pouvoir entrer dans des configurations différentes. Donc par exemple, voilà, tu es instrumentiste. Tu adores jouer de la guitare, ouais, ok, essaye d'écrire des chansons, essaye de trouver un parolier. Tu joues un petit peu de guitare, si tu joues un peu de guitare, tu peux aussi peut-être te mettre un petit peu au piano. Tu vas jouer du piano un peu comme un guitariste, mais ça va peut-être te donner des idées de mélodie. Si tu es au piano, que tu as une idée de mélodie, cette mélodie, elle peut peut-être servir pour un truc à l'image, etc. Et ce que je veux dire, c'est que je parle dans l'idée d'être professionnel. Hein, si tu veux, pour faire plaisir, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Mais il faut être polyvalent. Polyvalent et s'intéresser vraiment à la musique au sens large, c'est-à-dire et conserver finalement l'avantage qu'il y a dans la musique, qui est une forme de liberté, de pouvoir passer d'un monde à l'autre, d'une configuration à une autre. Et du coup, en faisant ça, tu peux développer une activité en étoile qui fait qu'à un moment donné, il y a une branche de l'étoile qui fonctionnera toujours et qui te permettra de vivre. Et en même temps, quand tu reviens à ce que tu fais, tu reviens enrichi de tout ce que tu as fait ailleurs. Moi, je sais que parfois, je ne joue pas de la guitare pendant des semaines, parce que je suis en studio, je réalise, je fais une musique de film, je suis à la console. Et déjà, quand je reprends la guitare, il y a une forme d'envie, parce que d'un coup, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et indirectement, voilà, une petite frustration. Et puis indirectement, il y a des idées qui vont arriver de tout ce que je n'ai pas joué sur la guitare ou de tout ce que j'ai vécu ailleurs dans une autre configuration. Voilà. Donc ça, c'est super important. Tout se nourrit de tout, en fait. Quelqu'un qui fait des super belles chansons, qui joue bien de la guitare et qui veut maintenant vivre de ça, il faut qu'il ait de la chance. Mais il n'y a plus vraiment les canaux de communication qui peuvent faire que soit tu es effectivement dans l'hyper original d'un coup, et même ça, tu vas créer un buzz, tu vas créer je sais pas combien de vues, machin, etc. Et après, les gens zappent, ils passent à autre chose. Donc en fait, en plus, il y a cette espèce d'impression de faux, où d'un coup, tu as des milliers et milliers de vues, tu penses que les gens t'aiment toi, mais non, ils aiment juste le moment. Tu vas passer dans la rue, ils vont pas te reconnaître. Donc c'est le culte de c'est le culte de l'éphémère. On passe vite à autre chose. Donc un musicien doit vraiment pouvoir être un créateur. Voilà. Moi, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai été comme ça de nature. Comme je te le disais au début, je me suis très vite intéressé à tout, et j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que quand j'ai fait la musique du Passage, donc le film avec Alain Delon, j'avais 24 ans. Moi, j'étais en studio. Pour moi, j'avais fini la musique. Et je commence à ranger le matos. À l'époque, en plus, c'est les années 80, donc c'était les boîtes à rythmes, les séquenceurs, etc. Donc je faisais la basse, je faisais le piano, je faisais un petit peu tout. Et je commence à ranger. Je fais attends, il y a la chanson du générique de fin. Qui te dit ça? C'est moi qui dis ça à l'ingénieur. J'ai dit attends, j'ai oublié, il y a encore une chanson. Et du coup, ok. Et donc on l'a fait comme ça au studio. Je fais le piano, je programme, machin et tout. Et Francis donc, doit venir chanter donc 3 jours après. C'est un studio qui s'appelle Longueville, qui était loin de Paris. Et il arrive, il avait la crève, il n'arrivait pas à chanter, la voix était complètement éraillée, tout ça. Je dis écoute, de toute façon c'est la chanson du générique de fin, ça va, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va mixer le playback, et puis tu chanteras à Paris. Donc on fait que des trucs qui n'existent pas, quoi. C'est-à-dire le truc, il est bidouillé comme ça, vite fait. On mixe le playback,
il vient chanter sur le playback, voilà, et après, il fait un Drucker, je me souviens à l'époque, et après, c'était parti. Et effectivement, cette chanson-là et cette musique du film, parce qu'en plus, c'est ça qui était bien, c'est que la musique était quand même, c'était de la musique écrite, un peu intérieure, un peu climatique, et la BO entière a marché, pas que la chanson. Donc pour moi, évidemment, c'était une consécration. J'avais fait juste des courts-métrages avant, et donc c'était une consécration. Mais la chance que j'ai eue, effectivement, c'est qu'à ce moment-là, j'avais 24 ans, effectivement, je gagne d'un coup beaucoup d'argent. Je fais ce que n'importe quel musicien rêve de faire à ce moment-là. Je me fais un studio. Donc, et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mon studio chez moi. Je me dis, bon, super, maintenant, j'ai juste besoin d'un ingé pour travailler parce que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, tu es 3 heures du matin, tu as une idée, tu trouves un truc au clavier, et tu dis, bon, je descends de toute façon. Et alors, attends, quand je fais ça, ça fait ça. Quand je fais ça, ça fait ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc tu apprends, t'es chez toi. Forcément bien au début, mais tu le fais. Non, et puis surtout au début, tu sais pas forcément ce que tu fais, mais tu sais comment le faire pour l'obtenir. Donc tu y arrives. Et après, à un moment, tu maîtrises la console. Et moi, à la fin, j'étais à la console. Et il y a des gens qui m'amenaient des bandes pour les mixer. Donc je mixais des trucs que j'avais pas réalisés. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai appris, je voulais pas être dépendant, donc j'apprenais ce métier-là. Et après, évidemment, je vais pas m'amuser forcément à jouer, enregistrer, écrire, composer, diriger, faire le son, mixer. Donc je vais prendre une équipe, mais une équipe de gens que je vais choisir en fonction de leur personnalité. Et à côté de ça, 24 ans, effectivement. Bon, voilà, j'étais à l'époque intermittent du spectacle, je faisais beaucoup de séances, je gagnais bien ma vie, etc. Et donc je monte ma société. Et j'engage du personnel, j'engage une secrétaire, etc. Donc forcément, je monte une société. Alors comment on fait pour gérer une société ? Je recommence à regarder le code fiscal. Au lieu d'avoir un traité d'instrumentation, j'avais le Lefebvre sur ma table de chevet. Et j'apprends à lire un bilan, à gérer, à tout, quoi. Mais voilà, exactement. À gérer la TVA, à la compenser, machin, etc. J'apprends tout ça. Et donc j'ai été un entrepreneur tout de suite. Et comme tu parlais du conseil, c'était un peu mon deuxième conseil. Si un artiste, un créateur, quel qu'il soit, a une idée, il faut qu'il la réalise. Il y a beaucoup de gens pour qui le fait d'avoir une idée est déjà une forme de réalisation. Non, la réalisation, c'est pas avoir l'idée, c'est réaliser l'idée. Donc ça veut dire être entrepreneur, ne pas attendre de trouver quelqu'un qui va faire à ta place. Et moi, par nature, par caractère, j'ai toujours eu ça. Donc, à chaque fois que j'ai eu une idée, je l'ai réalisée. Donc, ça a donné les Autour de la guitare, qui était sur le papier, aucun producteur. J'allais dire, à monter, ça ne devait pas être simple. Un enfer, c'est un enfer à monter. Au niveau de la prod en elle-même, au niveau du montage de la prod, c'est hyper compliqué. Les premiers Autour de la guitare, je les ai faits, on était 2 avec un ami qui s'appelle Sam Smadja, que j'avais rencontré, qui n'était pas du tout dans ce métier, que j'avais rencontré, qui était un ami de Marcel, avec qui, au pied levé, on avait organisé un hommage à l'Olympia. Je lui avais dit à cette époque-là, t'es dans la musique ? Il me dit non. Je fais bon, ok, alors viens. Comme ça, au moins, je suis sûr que tu feras ça dans le bon état d'esprit et que tu ne feras pas ça comme un producteur. Et après, on est restés amis et j'ai voulu monter ce truc-là. Il m'a dit, ok, je te suis. Et aucun producteur de Paris n'aurait pu miser 1 euro là-dessus. Et après que j'ai fait ça, et que ça a rayonné, tous les producteurs me disaient mais quelle super idée, mais pourquoi t'es pas venu me voir Voilà. C'est un peu comme les maisons de disques. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que sur le papier, un concert de guitare à l'Olympia au Palais des Sports, avec plein de guitaristes différents, ça va intéresser que des guitaristes ou une cible de guitaristes. Et non, c'est le spectacle en lui-même qui va intéresser les gens qui s'intéressent au spectacle. Mais voilà, je me dis, ok, je ne vais pas passer l'énergie à essayer de trouver un producteur pour le monter. Je vais le faire. Alors comment on fait ? Il faut faire ça, il faut faire ça. Quand on attend, on est dans une situation passive. Et le fait d'apprendre, y compris de ses erreurs, c'est apprendre. Même quand tu te plantes, tu apprends. Dans la mesure où tu sais que c'est ta faute, sinon ça ne sert à rien. Tu n'as que l'inconvénient de l'échec. Mais si tu apprends de tes échecs, tu apprends. On a toute une vie pour apprendre. Et je te dis, moi j'ai eu cette chance à l'époque où ce n'était pas la peine d'être, je préfère dire éclectique que dispersé, et de m'intéresser un petit peu à tout. Mais à notre époque, un musicien doit être un entrepreneur. Ça ne veut pas dire forcément un producteur, etc., mais il doit avoir un esprit d'entreprise. Il doit, quand il a son truc, sa musique,
il doit penser à tout, à la manière de communiquer avec, à ce qu'il faut faire pour que les gens l'entendent, il doit à un moment donné se projeter. Alors évidemment, tout ce qui est Internet et tout ça, ça peut être pratique de ce côté-là, mais c'est capital d'être, enfin pour moi, hein, d'être polyvalent. Faire un album, tu sais le faire, mais après, il faut le sortir, faut le... Alors, comment tu travailles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre un projet, un album en licence sur Alors, une maison de disques? tout dépend du projet. C'est-à-dire, en fait, moi, je fais vraiment en fonction des projets. Par exemple, si je sors un album de guitare, je vais pas essayer de batailler avec une major pour sortir un album de guitare, parce que déjà, ils ont assez du mal à sortir, à s'occuper d'albums entre guillemets grand public. Et je sais très bien que de toute façon, les albums de guitare vont forcément intéresser les guitaristes ou les gens qui aiment la guitare. Donc à partir de ça, et en même temps, par principe, un album de guitare solo ou en duo, à produire, ça coûte pas cher. Donc j'ai aucune raison d'aller voir une major en lui demandant une licence ou de me produire l'album, alors qu'au final, je peux le produire moi-même. Et entre guillemets, dans le business model, malgré tout, puisque ça reste un produit, au final, je vais très vite l'amortir. Voilà, quand tu fais un album, ok, tu as des frais de studio, etc. Mais si tu as une semaine de studio et que tu es tout seul ou avec un autre guitariste, forcément, les coûts ne sont pas importants. Donc, au moment où tu fais presser ton CD, ton point zéro, ton point de break, il est rapide. L'avantage qu'il y a, c'est que voilà, en général, quand je fais un album, je fais ensuite le concert qui correspond à l'album. Et après, il y a un truc très sain qui est que forcément, les gens qui ont vu un concert qui leur plaise, ils veulent repartir avec. Ouais. Voilà. Donc forcément, il y a économiquement, et j'allais au-delà même de l'économie, je dis au-delà de l'intelligence de distribution. La bonne intelligence, c'est d'aller distribuer le CD là où les gens qui vont venir vont être intéressés. On n'est pas dans des enjeux financiers aussi graves que des albums qui coûtent des millions et des millions d'euros. Ça m'arrive de temps en temps, il y a des gens qui écrivent à ma société de production et qui me disent « Ah là, je suis en train de travailler ce morceau, je sais qu'il était publié dans tel truc, mais j'arrive pas à le retrouver. » Et je dis à mon assistant, je dis « Envoie-lui la partition. » « Ah bon, mais envoie-lui. » Et en plus, mais je fais comme j'aimerais qu'on fasse pour moi. Si j'avais pu écrire à Chet Atkins et qu'il me dise bah, allez, envoie-lui la table, j'aurais été mais comme un fou. Et à ce moment-là, ça me fait vraiment plaisir de faire plaisir. J'ai pas de problème par rapport à ça. Je suis assez reconnaissant que les gens continuent à suivre mon travail, ils viennent me voir en concert. S'ils viennent plus, je fais quoi ? Donc à un moment donné, envoyer une table à quelqu'un qui a envie de travailler un morceau, à moi qui lui plaît, pourquoi je dirais non ? Alors aujourd'hui, Jean-Félix Lalanne redémarrerait une carrière sans ce passé, sans toute cette expérience, on va dire. Tu redémarrerais comment ? Comment tu ferais aujourd'hui avec... Alors, je ferais ce que je fais même encore maintenant, aussi maintenant là où j'en suis, c'est-à-dire que j'utiliserai les instruments qui ont finalement détruit l'ancien modèle qu'on a tous connu pour en tirer un avantage. Donc de ce côté-là, effectivement, Internet, les réseaux, YouTube, le streaming, tout ça, il faut utiliser pour essayer de se faire connaître. Après, le piège qu'il y a, c'est que comme on est dans l'époque du buzz, moi j'ai besoin de savoir qui que ce soit, un comédien, un acteur, enfin un musicien, un peintre, j'ai besoin à travers ce qu'il fait de savoir qui il est. Donc forcément, ça sous-entend que l'artiste doit être sincère dans ce qu'il présente, de ce qu'il est, et qu'il ne doit pas tricher dans ce qu'il est. Donc forcément, dans la société de buzz dans laquelle on est, le résultat que les artistes recherchent, c'est l'efficacité d'un buzz. Et donc l'efficacité d'un buzz, ce n'est pas forcément le reflet de l'identité de l'artiste. Donc il y a à un moment donné une concession dans la tricherie qui peut être extrêmement dangereuse. Voilà, c'est comme à une certaine époque, à de la télé-réalité, c'est la même chose quand les mômes voulaient à tout prix être connus pour être connus sans avoir un réel message artistique où il n'y avait pas de fond. C'est-à-dire c'était la promotion, enfin pour moi et à mon époque, c'était un moyen pour informer les gens de ce que tu faisais. Pour cette génération-là, c'était pas un moyen, c'était un but. Voilà. Donc ça, c'était déjà un premier. On est dans un autre piège maintenant qui est justement ce piège-là du buzz. Donc
Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis qu'il faut pas être de mauvaise foi. C'est-à-dire, tu me demandes qu'est-ce que je ferais, voilà, je démarre la guitare, j'ai ma musique dans laquelle je suis bien et je veux trouver un moyen pour qu'il y ait un maximum de gens qui l'écoutent, et ben, peut-être que je te dirais, tu vois, ça peut paraître surprenant par rapport à tout ce que je t'ai dit, ben, peut-être que je vais t'appeler, je vais vous appeler, je vais dire, voilà, je vais monter sur la place de l'Étoile, je vais me mettre au bord de la place de l'Étoile avec ma guitare et je voudrais que vous filmiez. Et je vais balancer ça sur le net. Voilà. Mais ça, je ne fais pas ça pour dire je suis un casse-gueule, machin, regardez comme je suis fou. Non, je fais ça pour obtenir effectivement ces vues-là. Mais après, une fois que j'ai fait ça, bon, bah, le but, je ne sais pas si ça va marcher, mais le but, c'est de dire ok, je me fais connaître, maintenant venez écouter ma musique. Je sépare les choses. Il y a toujours. Comment dire, on veut obtenir un résultat par rapport au monde dans lequel on est, donc bah, on utilise les artifices de ce monde-là, et à côté de ça, par contre, quand tu fais toi ton art, à ce moment-là, ne triche pas, parce que ça ne peut pas durer, et surtout si tu triches et que ça marche, il y a un moment donné où tu vas être mal. Donc voilà, moi je ferai ça, après j'irai jouer partout, même pour des petits cachets, je ferai en sorte de... Parce que forcément, bah, tu es vu pendant ce temps-là, en plus tu apprends ton métier, tu apprends à te comporter sur une scène, tu apprends le rapport au public, tu apprends le rapport au stress, au trac, à maîtriser ton trac, à maîtriser ton énergie, à savoir envoyer l'énergie quand il faut, que tu dois jouer 10 minutes, c'est pas la même chose que si tu dois jouer 2 heures. En fait, tu gères ça comme un sportif. Donc, je ferai tout ce que je peux pour jouer au maximum, le maximum, pour apprendre, créer Puis évidemment, j'essaierai de créer des rencontres avec d'autres musiciens, je me mettrai en danger sur des choses que je ne connais pas pour justement les apprendre. En fait, je ferai quelque part la même chose que ce que j'ai fait, sauf que forcément, ben voilà, les concerts c'est plus dur, les disques c'est plus dur, on est dans un autre modèle économique. Mais alors je fais attention, je me méfie beaucoup des réseaux sociaux parce que je sais qu'il n'y a pas de deuxième degré possible, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Et on ne peut pas parler sur les réseaux comme on peut parler, même là, même devant une caméra, au moins on voit mon visage, mon expression, et on voit si je suis sincère ou pas, ou ce que je veux dire ou pas. Et puis le deuxième degré, on le comprend. Mais voilà, j'utilise, d'ailleurs je l'utilise avec plaisir, je partage des moments, parfois privés, quand ça me touche. Et puis voilà, je fais de la communication. Là, tout à l'heure, j'ai fait un petit sujet sur Musicora que j'ai publié là, sur l'iPhone, avec après mon Mac. J'ai fait un petit montage, le truc. Et je sais le faire, mais voilà, encore une fois, je ne mélange pas l'art de la communication de l'art, quoi. Merci beaucoup de ta confiance et du temps que tu nous as accordé pour cette petite interview. Et, un plaisir. Et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Merci. Merci, au revoir.